La pauvre femme sans abri a été convoquée à un faux entretien d'embauche juste pour être humiliée devant tout le monde. Mais lorsqu'elle a commencé à parler, tout le monde est resté silencieux. Le froid mordant de l'hiver s'était infiltré jusque dans les os de Claire Moreau. Âgée de 31 ans, elle errait depuis 2 ans dans les rues de Lyon, une ville qui autrefois lui avait offert une vie stable, un métier qu'elle aimait, des projets d'avenir. Aujourd'hui, elle n'avait plus qu'une vieille couverture râpée, une paire de chaussures trouées et un sac à dos élimé contenant 3 livres de littérature française, un peigne sans dents et un petit carnet à la couverture en cuir qu'elle appelait son sanctuaire. Claire dormait là où la nuit la surprenait, mais trouvait un semblant de constance près de la gare de la Part-Dieu, entre les bancs publics et les murs recouverts de tags, à l'abri relatif des regards indifférents. Autrefois, elle enseignait la littérature dans un lycée de la Croix-Rousse. Elle adorait parler de Victor Hugo, de Marguerite Duras et de Rimbaud. Elle animait les cours avec passion, et ses élèves la surnommaient « Madame Feu » pour cette étincelle dans ses yeux quand elle récitait un passage ou expliquait une métaphore. Mais le feu s'était éteint. La maladie de sa mère, un cancer agressif, l'avait poussée à tout abandonner pour devenir l'unique aidante. Après le décès, la dépression avait grignoté ses ressources mentales et physiques. Les dettes s'étaient accumulées. Le poste, perdu, puis le logement. Les amis avaient peu à peu disparu, gênés ou impuissants, et elle s'était retrouvée là, invisible. Les passants ne la voyaient plus. Ils détournaient le regard quand elle s'approchait. Elle ne demandait pas d'argent, elle ne savait pas comment. Son regard, pourtant, était resté droit, attentif. Elle observait le monde autour d'elle comme une étrangère dans sa propre ville. Une ville bruyante, pleine de vie, de conversations animées, de klaxons, de vélos qui frôlèrent les trottoirs. Mais autour de Claire, le silence régnait. Un silence pesant, celui de l'indifférence. Celui qu'on réserve aux objets qu'on laisse dans un coin et qu'on oublie. Elle écrivait chaque jour dans son carnet, parfois des poèmes, parfois des fragments de souvenirs. Une façon de garder une trace d'elle-même, de se rappeler qu'elle existait. Les pages étaient noircies d'encre bleue, de lettres serrées, d'idées entremêlées entre la douleur, l'ironie et la beauté des choses simples. Un matin, elle avait écrit « Je suis une phrase en marge, un mot rayé par erreur. Mais tant que j'ai mon stylo, je ne disparais pas tout à fait. » Claire ne fréquentait pas les centres d'accueil. Trop de regards en biais, de règles humiliantes, de promesses creuses. Elle préférait l'espace froid et libre de la rue à la chaleur conditionnelle des refuges. Elle savait où trouver une douche publique discrète, un robinet qui coulait encore, une boulangerie qui laissait parfois des invendus sur le comptoir près de la fermeture. Elle avait ses repères. Chaque matin, elle prenait soin de ses cheveux autant qu'elle le pouvait, redressant sa posture même dans les pires journées. Elle ne voulait pas qu'on la voie comme une misérable. Elle ne l'était pas. Elle était une femme sans toit, mais pas sans dignité. Sous les couches de vêtements trop grands, elle cachait une rigueur ancienne, une noblesse discrète. Ses traits étaient tirés, son visage marqué, mais dans ses yeux brillait une lumière qu'aucune épreuve n'avait réussi à éteindre. Parfois, elle croisait des lycéens sortant du métro, les bras chargés de manuels, les écouteurs vissés aux oreilles. Elle se demandait s'ils savaient à quel point le monde était fragile, si l'un d'eux la reconnaîtrait un jour. Personne ne le faisait. Et pourtant, dans ses silences, dans ses regards posés sur eux, elle continuait à enseigner, à sa manière, en silence. Un matin, elle se leva plus tôt que d'habitude. Le vent soufflait fort, mais l'air portait une nuance différente, comme une promesse ou une menace. Claire plia soigneusement sa couverture, rangea son carnet et se dirigea vers la petite fontaine au coin de la rue, là où elle pouvait, en toute discrétion, se rincer le visage. Les premières lueurs du jour coloraient les façades de tons orangés. Lyon semblait plus belle que d'ordinaire, ou peut-être était-ce elle qui voulait encore y croire. Elle s'assit sur un banc, sortit un de ses vieux livres, un recueil de poèmes de Baudelaire, et lut à voix basse, pour elle seule, une strophe qu'elle connaissait par cœur. « Tu m'as donné ta boue, et j'en ai fait de l'or. » Elle referma le livre, soupira et observa les passants. Ce jour-là, elle ne savait pas encore que sa vie allait basculer, que les mots qu'elle portait en elle allaient enfin trouver une oreille. Mais pour l'instant, elle restait là, comme chaque matin, invisible aux yeux du monde, mais bien ancrée dans le sien. Le matin suivant fut plus froid que les précédents,
comme si l'air lui-même voulait repousser ceux qui n'avaient pas de mur pour s'y abriter. Claire se leva lentement, les muscles endoloris par le béton dur et l'humidité de la nuit. Elle se frotta les bras, se frictionna le cou, remit en place ses cheveux emmêlés avec ce vieux peigne mutilé qui lui servait encore de miroir de dignité. Elle replia la couverture, rangea son carnet et ses livres dans le sac et s'apprêta à entamer une autre journée d'attente silencieuse. Le trottoir, le murmure des tramways, les pas précipités des citadins. Tout cela formait un ballet qu'elle connaissait par cœur. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'elle se trouvait à l'angle de la rue de Bonnelle, près de l'entrée secondaire du centre commercial, un homme apparut. Grand, mince, vêtu d'un manteau en laine grise, il avait le port altier et le regard fuyant. Il s'approcha d'elle sans un mot, les semelles de ses chaussures impeccables frappant le sol avec régularité. Claire le fixa, méfiante. D'habitude, on ne s'approchait pas. On contournait, on changeait de trottoir, on ignorait. L'homme lui tendit un objet, une enveloppe beige scellée avec soin. Il ne dit qu'une phrase, d'un ton neutre. Demain, 9 heures, rue des Archers, agence Martel & Co. Puis il fit demi-tour et disparut dans la foule comme une ombre disciplinée. Claire resta figée quelques instants. Elle regarda l'enveloppe, hésita à l'ouvrir, et si c'était une farce, un piège, pourtant ses doigts tremblèrent d'espoir. Elle brisa le sceau et déplia le papier à l'intérieur. C'était une lettre d'entretien à en-tête soignée avec un logo professionnel. On y lisait « Madame Claire Moreau, nous avons été informés de votre parcours singulier. Nous aimerions vous rencontrer pour une opportunité au sein de notre équipe de communication. Votre expérience et votre regard sur le monde pourraient enrichir notre approche éditoriale. Veuillez vous présenter le jeudi matin à 9 heures au 3, rue des Archers, Lyon 2e. Bien à vous, Julien Martel, directeur associé. » Claire relut 3 fois la lettre, incapable de croire qu'elle s'adressait à elle. Personne ne l'appelait par son nom depuis des mois. L'idée même qu'un employeur potentiel puisse s'intéresser à son parcours la laissa abasourdie. Était-ce un malentendu? Une erreur d'identité? Pourtant, tout était rédigé de manière précise, presque respectueuse. L'enveloppe n'était ni sale ni grossière. Un détail la troubla néanmoins. Comment cet homme connaissait son nom? Elle passa le reste de la matinée assise à l'abri d'un porche, lisant encore et encore cette lettre, comme si elle craignait qu'elle ne s'efface entre ses doigts. Puis, lentement, l'espoir s'infiltra dans ses pensées. Et si c'était réel? Et si quelqu'un, quelque part, avait vraiment vu quelque chose en elle? Elle savait que dans le monde des agences de communication, tout reposait sur les histoires à raconter. Peut-être qu'elle, l'ancienne professeure devenue sans-abri, représentait une sorte de symbole, une manière de se démarquer. Peut-être que c'était une chance, ou un test. Déterminée à ne pas apparaître négligée, Claire passa l'après-midi à préparer ce qu'elle pouvait. Elle alla jusqu'à la petite fontaine derrière la gare pour se laver. Elle prit son temps pour démêler ses cheveux, frotta ses vêtements avec un savon qu'elle avait gardé précieusement. Sa jupe noire, bien que usée, fut brossée avec minutie. Sa chemise blanche, enfin blanche autrefois, fut séchée au soleil de fin d'après-midi. Elle emprunta un miroir de poche à une autre femme sans abri avec qui elle échangeait parfois quelques mots. Face à son reflet, elle tenta un sourire. Son visage paraissait fatigué mais pas brisé. Le soir, elle relut des passages de son carnet. Elle se rappela d'une phrase écrite quelques semaines plus tôt. « Même dans la ruine, l'élégance peut survivre. Elle est dans le geste, dans la manière d'écouter, dans la façon de répondre. » Elle la murmura à voix basse, comme une incantation. La nuit tomba, et Claire dormit peu. Son esprit vagabondait entre inquiétude et anticipation. Elle imaginait les questions qu'on pourrait lui poser. Elle récita mentalement des réponses claires, concises, convaincantes. Malgré elle, son cœur s'emballa. Elle voulait croire que c'était vrai, que quelqu'un s'était souvenu d'elle, ou avait perçu quelque chose au-delà de ses vêtements râpés. Au petit matin, elle se leva avant l'aube, rangea ses affaires avec soin, replia sa couverture et remit ses livres à leur place dans le sac. Elle marcha en direction du centre-ville, empruntant des ruelles qu'elle connaissait bien, évitant les regards, le dos droit malgré le froid qui mordait ses doigts. Arrivée près de la rue des Archers, elle s'arrêta devant une vitrine pour vérifier une dernière fois son apparence. Son manteau semblait trop grand, sa jupe était froissée malgré ses efforts,
mais son visage portait une détermination intacte. Claire inspira profondément, relut une dernière fois l'adresse sur le papier et entra dans le bâtiment. L'intérieur était lumineux, moderne, avec des murs blancs décorés de cadres minimalistes. Une musique d'ambiance jouait doucement, presque ironique. Une réceptionniste blonde, jeune, la regarda en clignant des yeux, surprise. « Bonjour, vous avez rendez-vous » demanda-t-elle avec hésitation. « Oui, Claire Moreau, 9 heures. Monsieur Martel » répondit Claire, la voix calme, presque professorale. La jeune femme consulta son écran, confirma d'un hochement de tête et indiqua l'ascenseur. 2e étage, salle de réunion A. Claire remercia poliment et monta. Dans l'ascenseur, elle se regarda dans le reflet chromé des parois. Son cœur battait fort. Ce qu'elle allait découvrir derrière ces portes allait peut-être changer sa vie, ou la briser davantage. Mais quoi qu'il en soit, elle irait jusqu'au bout, parce que même les phrases oubliées méritent parfois d'être relues. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement métallique, Claire fit un pas en avant, inspirant profondément. Elle s'attendait à un couloir de bureau, peut-être une salle fermée, impersonnelle, où elle serait reçue dans la discrétion d'un entretien formel. Mais ce qu'elle découvrit la déstabilisa. La salle A, dont la porte était grande ouverte, n'était pas un simple bureau. C'était un vaste espace vitré, lumineux, aux murs décorés de néons et de slogans modernes sur le leadership créatif, rempli d'une quinzaine de jeunes adultes vêtus avec élégance, rieurs, installés en cercle autour d'un buffet de café et de croissants encore chauds. Dès qu'elle franchit le seuil, les conversations cessèrent imperceptiblement. Les rires se turent, remplacés par un silence à peine dissimulé, comme lorsqu'un invité non prévu entre dans une fête privée. Les regards convergèrent vers elle, certains curieux, d'autres moqueurs, mais tous marqués par cette même surprise désagréable. Claire avança lentement, droite, ses pas résonnant sur le parquet clair. Elle serra son sac contre elle, évitant de regarder trop longtemps quiconque dans les yeux, bien qu'elle sentît chaque murmure, chaque œillade échangée dans son dos. La réceptionniste avait visiblement averti de son arrivée, car une femme en tailleur beige s'approcha rapidement avec un sourire mécanique. « Madame Moreau, par ici, je vous en prie. » Elle l'introduisit dans le cercle, comme un animal de foire qu'on expose au centre de l'arène. Claire observa la scène avec lucidité. Ce n'était pas un entretien ordinaire. Rien n'avait été préparé pour un échange professionnel. Pas de table, pas de dossier, pas de questions formelles. Juste un groupe de jeunes gens installés confortablement, certains tenant des tasses de café, d'autres leur téléphone, filmant discrètement. Assise à la périphérie du groupe, elle se sentait comme une intruse dans un théâtre monté pour une pièce dont elle n'avait pas lu le scénario. Son instinct lui criait que quelque chose clochait, mais elle garda le silence. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour de guerre, mais son visage demeurait impassible. Elle avait appris à encaisser les silences lourds, les regards déplacés, les jugements sans mots. Un jeune homme à lunettes, à la coupe de cheveux soignée et au sourire légèrement trop appuyé, s'approcha alors du centre de la pièce. Il ne se présenta pas tout de suite, mais son assurance laissait peu de doute quant à son rôle. Il tapa dans ses mains, comme pour attirer l'attention, bien qu'il l'ait déjà. « Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu original, une mise en situation. » Il tourna les yeux vers Claire, toujours debout, droite malgré tout. « Nous avons avec nous une invitée spéciale, Claire Moreau, une femme au parcours, disons hors du commun. Nous allons lui donner la parole. Claire, dites-nous qui vous êtes. » Le ton était faussement courtois, mais le sous-entendu suintait l'ironie. Un murmure se répandit dans la salle, suivi de quelques rires étouffés. Une jeune femme brune assise non loin leva les yeux au plafond comme pour exprimer son ennui. Un autre chuchota quelque chose à l'oreille de son voisin, déclenchant un ricanement. Claire sentit ses entrailles se nouer. Ce n'était pas une entrevue, c'était une mise en scène. Elle fit un pas en avant. Tous les regards étaient désormais rivés sur elle. Le prétendu directeur, Julien Martel sans doute, lui indiqua une chaise au centre du cercle. Claire hésita un instant, puis refusa d'un simple mouvement de tête. Elle resta debout. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle les cacha derrière son sac. Elle fixa Julien droit dans les yeux. Il lui sourit, visiblement amusé par ce qu'il percevait comme de la provocation ou une forme de naïveté.
Vous pouvez commencer, Claire, nous sommes toutes oui. Dans un autre contexte, elle aurait refusé de jouer ce rôle grotesque. Elle aurait tourné les talons et quitté cette mascarade sans un mot. Mais quelque chose dans cette salle l'obligeait à rester. Peut-être le souvenir de ses anciens élèves, de ces jeunes à qui elle avait appris la puissance des mots. Peut-être la fatigue d'être toujours réduite au silence. Peut-être le besoin, enfin, de redresser la tête devant ceux qui pensaient avoir le droit de la juger. Elle respira lentement, sentit sa gorge se desserrer et laissa monter la voix qu'elle croyait perdue. Claire Moreau, 31 ans, sans adresse fixe, ancienne enseignante de lettres, tenait désormais le centre d'un cercle fait de rires feutrés et de préjugés bien habillés. Elle allait parler, pas pour se défendre, mais pour exister, pour reprendre, ne serait-ce qu'un instant, la place que le monde lui avait arrachée. Un silence presque irréel s'installa dans la salle, un de ces silences lourds, tendus, où chaque respiration semble trahir un jugement. Les rires précédents avaient disparu comme un écho honteux dans un couloir trop étroit. Claire, toujours debout, face à l'auditoire, sentait le poids des regards, mais ne baissait pas les yeux. Elle se tenait droite, les épaules tirées en arrière, comme dans une salle de classe, comme si elle s'apprêtait à corriger une copie ou à réciter un poème. Julien Martel, toujours au centre, croisa les bras, esquissa un sourire sarcastique et répéta avec lenteur, cette fois en appuyant sur chaque mot, « Allez-y, Claire, présentez-vous. Dites-nous, qui vous êtes ?» Ce n'était pas une question, c'était un piège. Une invitation déguisée à se ridiculiser, à exposer sa misère devant une assemblée dressée pour l'observer comme une bête curieuse. Les plus jeunes parmi eux échangeaient des regards entre amusement et malaise, mais personne n'intervenait. Le jeu était lancé. L'expérience sociale, ou la moquerie planifiée, battait son plein. Pourtant, à cet instant précis, Claire ne recula pas. Elle se rappela les salles bondées de ses années d'enseignement, les jeunes désintéressés qu'elle avait su captiver, les silences qu'elle avait domptés par la seule force de ses mots. Elle savait parler, et elle allait le faire. Elle inspira profondément, sentit ses paumes moites serrer les lanières de son sac, et puis relâcha. Sa voix, quand elle s'éleva, ne fut ni tremblante ni hésitante. Elle fut calme, presque douce, avec cette musicalité propre aux enseignants passionnés. Mon nom est Claire Moreau. J'ai 31 ans. J'ai été professeur de littérature au lycée Jean Massé, ici même à Lyon. Pendant 8 ans, j'ai enseigné la poésie, le théâtre, le roman. J'ai accompagné des adolescents vers le baccalauréat. J'ai corrigé des copies à minuit, consolé des élèves en larmes, organisé des pièces de théâtre avec 3 fois rien et beaucoup de cœur. Elle marqua une pause. Personne ne riait. Quelques têtes s'étaient redressées, des sourcils froncés, des regards interloqués. Claire continua, la voix plus assurée. Puis ma mère est tombée malade. Un cancer du pancréas, foudroyant. J'ai quitté mon poste pour m'occuper d'elle. Pas assez de congés, pas de famille pour m'épauler. Elle est morte après 9 mois de douleur chez nous. Et j'ai tout perdu. J'ai sombré. Le chômage, les dettes, les démarches administratives absurdes, les réponses automatiques des services sociaux. À un moment, j'ai arrêté de répondre au téléphone. Puis j'ai perdu mon logement. Puis mes amis. Vous connaissez la suite. Ou peut-être que non. Peut-être que tout cela vous paraît lointain, presque fictif. Elle ne parlait pas pour apitoyer. Chaque mot était posé avec précision, comme une brique sur une fondation invisible. Elle ne suppliait pas. Elle exposait. Elle transmettait. Sa présence devenait peu à peu impossible à ignorer. Certains dans l'assemblée baissèrent les yeux. Un jeune homme cessa de siroter son café. Une autre rangea discrètement son téléphone. Claire avança d'un pas, sans forcer sa voix. « Je n'ai pas de toi, mais j'ai encore un carnet où j'écris chaque jour. J'ai encore mes livres. Et j'ai encore la faculté de réfléchir, d'aimer les mots, de comprendre ce qui se passe ici. Ce que je vois devant moi, ce matin, ce n'est pas une opportunité. Ce n'est pas un entretien, c'est une scène. Une pièce de théâtre écrite sans finesse, montée pour se moquer. Mais j'y tiens mon rôle, et je le joue à ma manière. » Julien s'apprêta à parler, sans doute pour couper court à l'effet qu'elle produisait, mais Claire le devança d'un simple geste de la main, assuré, presque élégant. Un geste de professeur qui intime le silence. Cela marcha. Elle avait désormais le contrôle de la pièce. Elle tourna lentement sur elle-même, croisant les regards de chacun. « Vous vouliez une histoire, n'est-ce pas ? Quelque chose à raconter ce soir en rentrant chez vous ?
Un moment de gêne, un instant cocasse, une anecdote à partager. Alors je vous en offre une, mais pas celle que vous attendiez. Parce que je suis plus que ce que vous voyez, je suis ce que vous refusez de comprendre. Elle marqua une dernière pause, laissant planer une tension presque insoutenable. Puis elle reprit plus doucement. Vous m'avez invité ici pour rire. Mais si vous m'écoutez vraiment, ne serait-ce qu'une minute, je vous offrirai autre chose. Pas ma souffrance, pas ma honte. Je vous offrirai un miroir. Et dans ce miroir, vous verrez peut-être ce que vous deviendrez quand la vie vous arrachera ce que vous croyez acquis, ce que vous croyez éternel. Plus un son, pas même un soupir. Un téléphone vibra dans une poche, mais personne n'osa le sortir. Claire n'avait pas crié, elle n'avait pas pleuré, elle avait parlé, simplement parlé. Et dans ce monde saturé de bruit, cela suffisait pour désarmer tous les artifices. Elle conclut en posant doucement son sac à ses pieds. Je suis Claire Moreau, j'ai été professeur. Aujourd'hui, je suis sans abri. Mais ce que je suis, ce que je sais, ce que je pense, ça, personne ne peut me le retirer. Puis elle se tut, croisa les bras et attendit. Personne ne bougea. Julien Martel, la bouche entr'ouverte, ne trouva rien à dire. Il avait tendu un piège. Et Claire, par la seule force de sa dignité, venait de le retourner contre lui. Le silence qui suivit les derniers mots de Claire s'étira comme une respiration suspendue. Ce n'était plus ce silence moqueur qu'il avait accueilli à son arrivée, ni celui de l'incompréhension passive que suscite parfois la gêne. Non, c'était un silence dense, saturé de pensée, un silence que l'on n'ose pas briser parce qu'il contient trop de vérité d'un coup. Claire était toujours debout, le regard fixé droit devant, immobile comme une statue d'ancienne gloire ramenée à la vie. Et pourtant, autour d'elle, quelque chose s'était fendu. L'ambiance elle-même avait changé, comme si l'air dans la pièce s'était épaissi de respect et d'une soudaine lucidité. Un jeune homme au fond de la salle, qui jusque-là n'avait cessé de pianoter sur son téléphone, baissa enfin l'appareil et le glissa dans sa poche. Une autre, qui mâchait machinalement un chewing-gum depuis le début, cessa son mouvement de mâchoire et détourna les yeux. Les regards, jusqu'alors fuyants ou cyniques, commencèrent à chercher les siens. Et dans cette salle moderne et brillante, où le mobilier design ne parvenait plus à masquer la pauvreté morale de l'instant, Claire venait d'introduire quelque chose d'inhabituel, l'humanité. Elle reprit la parole, cette fois avec une douceur qui tranchait avec l'intensité de son introduction. Ce que je vous ai raconté n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas un scénario écrit pour vous choquer ou vous attendrir. C'est simplement la vie quand elle se casse. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu ça de près. Peut-être que certains n'y croient même pas vraiment. Vous vivez dans un monde rapide où tout est filtré, où les chutes sont soit invisibles, soit transformées en contenu. Mais moi, je n'ai pas de filtre. Les mots coulaient naturellement, portés par une voix qui n'avait rien perdu de sa clarté, de sa cadence, ni de sa précision. Elle ne parlait pas pour se justifier. Elle ne cherchait ni compassion ni pardon. Elle offrait simplement une fenêtre, une ouverture que personne n'avait sollicitée, mais que beaucoup semblaient incapables de refermer maintenant qu'elle avait été entr'ouverte. Elle raconta comment elle avait tenté de demander de l'aide les premiers mois, comment chaque rendez-vous manqué avec l'administration avait empiré sa situation. Elle décrivit la nuit où elle avait dormi pour la première fois dehors, sur un banc du quai aux Gagneurs, recroquevillée sur elle-même, incapable de comprendre comment elle avait glissé aussi loin. Elle évoqua les regards, les refus polis, les humiliations minuscules mais cumulatives. Mais surtout, elle parla de ce qu'elle avait vu en étant invisible. Les gestes de tendresse furtifs, les colères étouffées des employés fatigués, les mères débordées qui glissaient un croissant dans une serviette pour le donner sans rien dire, les enfants qui posèrent des questions que les parents fuyaient. Ces mots formaient une tapisserie de réalité, de petits récits noués ensemble par une voix qui ne vacillait pas. Chaque phrase, chaque souvenir, chaque image évoquée ajoutait une épaisseur émotionnelle au silence. On n'entendait plus que sa voix, qui résonnait sur les murs comme une confession collective. Claire ne parlait plus seulement pour elle. Elle parlait pour tous ceux qui n'étaient jamais invités à ce genre de salle, pour tous ceux qu'on utilisait comme exemple de ce qu'il ne fallait pas devenir. Une jeune femme à la frange impeccable, assise près de la baie vitrée, essuya discrètement une larme au coin de son œil. Un autre, dont les bras musclés dépassaient d'un t-shirt de marque, hocha imperceptiblement la tête. Même les ricanements de Julien Martel s'étaient éteints.
Il avait reculé d'un pas, les bras croisés sur la poitrine, l'arrogance fissurée par l'évidence du moment. Il tenta une fois d'interrompre, lançant d'une voix hésitante. « C'est très touchant. Mais peut-être qu'on peut. » Il n'eut pas le temps de finir. Un murmure de protestation émergea de l'un des coins de la pièce. Ce n'était pas une phrase complète, juste une intonation, une désapprobation. Claire, elle, ne broncha pas. Elle laissa passer l'interruption comme un courant d'air et poursuivit. « Vous savez, j'ai enseigné la littérature à des adolescents qui pensaient que les livres ne servaient à rien. 15 jours après avoir lu une nouvelle de Maupassant, l'un d'eux m'a dit « C'est bizarre, on dirait que ce type, il m'a compris. » Et je me suis dit que c'était ça, le but. Pas de faire aimer les livres, mais de faire comprendre que même les inconnus morts depuis 100 ans peuvent encore vous tendre la main. » À ces mots, un frisson imperceptible parcourut l'assemblée. Claire ne lisait pas un texte, elle n'improvisait pas non plus. Elle partageait. Comme un feu qu'on attise, pas pour impressionner, mais pour réchauffer. Elle se remit à parler de son carnet, de ces pages qu'elle écrivait sans savoir si quelqu'un les lirait un jour. Elle cita une phrase qu'elle avait notée la veille. « Il y a des jours où le silence me hurle dessus, mais j'écris pour qu'il me réponde autrement. » Ce n'était pas une plaidoirie, c'était un don. Et il fut reçu comme tel. La salle, autrefois théâtre d'une mascarade, était devenue un sanctuaire temporaire où chacun, même les plus cyniques, sentait que quelque chose de rare se produisait. Pas une leçon de morale, pas une punition sociale, mais une révélation. Claire Moreau, sans domicile, sans maquillage, sans statut, venait de rappeler à cette pièce remplie de promesses professionnelles que la grandeur ne portait pas toujours des talons et un CV plastifié. Et quand elle se tut pour de bon, quand elle recula d'un pas et s'inclina très légèrement, non pas comme une suppliante, mais comme une oratrice qui sait avoir fini ce qu'elle devait dire, personne n'osa applaudir. Le silence demeura. Un silence d'acceptation. Un silence lourd non plus de jugement, mais de respect. Claire n'avait pas changé de vie ce jour-là, mais elle avait changé l'instant. Et parfois, un instant suffit à ébranler des fondations entières. Après le discours de Claire, la salle resta figée dans un silence si dense qu'on aurait pu entendre la respiration de chacun. Julien Martel, debout près du mur, tentait de conserver sa contenance. Le sourire qu'il arborait quelques minutes plus tôt s'était effacé, remplacé par une crispation indéfinissable. Il fixait Claire comme si elle venait de ruiner une partition qu'il croyait parfaitement orchestrée. En vérité, c'était exactement ce qui venait de se produire. Son petit théâtre, cette mascarade prétendument ludique, s'était retourné contre lui d'une façon inattendue. Ce n'était plus lui qui menait le jeu. Et la tension dans ses épaules trahissait son inconfort. Alors que Claire quittait lentement le centre du cercle, récupérant son sac avec dignité, quelques murmures recommencèrent à circuler, bien différents cette fois. Ils n'étaient plus les soupirs moqueurs du début, mais des soupirs de gêne, des souffles d'éveil soudain. Personne n'osait vraiment bouger. Même ceux qui, quelques instants plus tôt, attendaient un divertissement croustillant semblaient désormais plongés dans une introspection silencieuse. Léa, une jeune collaboratrice de l'agence assise en retrait près de la baie vitrée, observait la scène avec un malaise grandissant. Elle avait participé à l'organisation de cette séance sans vraiment comprendre ce qu'elle allait être. On lui avait simplement dit que Julien préparait une mise en situation innovante pour les nouveaux stagiaires, une façon de briser les clichés selon ses propres mots. Mais elle n'avait jamais imaginé que cela prendrait la forme d'une humiliation publique planifiée avec une froideur aussi clinique. Alors que les participants commençaient lentement à se disperser, Julien fit un pas vers le centre de la pièce, tenta un sourire faussement léger et lança d'une voix forcée. « Bon, je pense qu'on peut dire que l'exercice était marquant. Merci à tous. On va se retrouver dans la salle principale pour débriefer autour d'un café. » Mais personne ne répondit. Il y eut quelques hochements de tête, des mouvements hésitants. Puis chacun commença à quitter la salle, évitant soigneusement de croiser son regard. Léa, elle, resta en retrait. Ses pensées bourdonnaient. Elle ne pouvait détacher ses yeux de Claire, qui avançait vers la sortie avec une lenteur digne, son sac sur l'épaule, sa silhouette droite malgré la tension ambiante. Lorsqu'elle passa près d'elle, Léa sentit une impulsion la pousser à agir. Elle se leva brusquement et la suivit dans le couloir, abandonnant le groupe derrière elle. Elle rattrapa Claire à quelques mètres de l'ascenseur. « Madame Moreau » appela-t-elle doucement.
Claire se retourna sans méfiance, mais avec une distance claire dans le regard. Léa s'approcha, baissa la voix. « Je voulais vous dire merci, et aussi, je suis désolé. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle la regarda attentivement, écoutant la sincérité dans le ton, observant les traits crispés de la jeune femme. Finalement, elle acquiesça d'un simple mouvement de tête. Léa continua, la voix plus tremblante. « Ce n'était pas censé, enfin je ne pensais pas que... Julien nous a dit que c'était une expérience de team building, que c'était pour nous faire réfléchir sur les apparences. Il a parlé de vous comme d'un exemple, mais pas comme ça. » Claire laissa planer un silence avant de répondre, sa voix calme, presque douce. « Ce n'est pas la première fois que quelqu'un utilise une personne comme moi pour faire réfléchir sans son consentement. Mais aujourd'hui, vous avez écouté. C'est déjà beaucoup. » Les yeux de Léa brillèrent légèrement. Elle fouilla dans son sac et sortit un petit carnet, suivi d'un stylo. « Je sais que ça ne changera rien, mais j'aimerais garder contact, si vous le permettez. Et si vous avez besoin de quelque chose. Enfin, je veux dire vraiment. » Claire prit le carnet, nota son prénom, et sous celui-ci, une phrase courte. « On ne redonne pas une voix à quelqu'un. On l'écoute quand il parle. » Puis elle rendit le carnet à Léa sans un mot de plus. Elles se séparèrent ainsi, simplement. Mais dans cet échange, quelque chose avait changé. Claire n'était plus seulement celle qu'on avait utilisée. Elle devenait celle qu'on avait entendue. Léa, elle, ne pourrait plus prétendre ne pas avoir vu, ni oublier ce qu'elle avait ressenti en entendant cette voix nue, ce récit dépourvu de pathos mais chargé de vérité. Dans l'open space principal de l'agence, Julien tentait de reprendre la main. Il riait nerveusement avec deux collègues plus âgés, minimisant l'épisode. « C'est allé un peu loin, je vous l'accorde, mais au moins, ils ont eu une leçon de vie, non? Une vraie. » Il ponctua sa phrase d'un clin d'œil complice, mais personne ne répondit. Même ses rires paraissaient vides. Un stagiaire, plus téméraire que les autres, souffla à son voisin. C'était une mise en scène cruelle, pas un exercice. Il s'est servi d'elle comme d'un prétexte. L'autre hocha la tête. Les mots circulaient désormais dans un autre registre. La fascination malsaine avait cédé sa place à l'indignation contenue. Julien sentit le changement. Il comprit, peut-être pour la première fois, que ce qu'il avait conçu comme une démonstration de pouvoir s'était retourné contre lui, mais l'orgueil l'empêcha d'admettre sa faute. Il préféra jouer l'indifférence, un masque bien connu dans les sphères où l'on préfère l'image à la conscience. Pendant ce temps, Claire descendait les marches du bâtiment au lieu de reprendre l'ascenseur. Chaque pas était lourd mais affirmé. Elle ne fuyait pas. Elle n'avait rien à craindre. Ce jour-là, elle n'avait pas été victime. Elle avait été témoin. Et dans le regard de cette jeune femme, dans ce carnet offert sans obligation, elle avait aperçu quelque chose qui ressemblait à un commencement. Modeste, fragile, mais réel. L'air de Lyon semblait plus lourd lorsque Claire franchit les portes de l'agence, comme si le monde extérieur avait absorbé le poids des mots qu'elle venait de laisser derrière elle. Le soleil brillait faiblement à travers les nuages, mais rien dans son éclat ne parvenait à réchauffer ses pensées. Elle marcha lentement, sans destination précise, son sac balançant contre sa hanche à chaque pas. Elle n'avait pas dormi la nuit précédente, et pourtant elle se sentait étrangement éveillée. Pas comme après une victoire, mais comme après une bataille dont on ne mesure les effets que bien plus tard. Elle tourna dans une petite rue perpendiculaire, s'adossa à un muret et sortit son carnet. Elle n'écrivit pas immédiatement. Elle le tint simplement entre ses mains, les doigts légèrement tremblants. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait. Il y avait une fatigue lourde, mais aussi un calme inattendu. L'étrange sentiment d'avoir récupéré un morceau de soi qu'on croyait perdu. Elle n'avait pas prévu de parler, encore moins de s'exposer ainsi, mais les circonstances, l'humiliation prévue, avaient creusé en elle une faille d'où les mots avaient jailli avec une clarté qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Elle resta là plusieurs minutes, à écouter la ville qui reprenait son rythme. Puis des pas précipités la tirèrent de sa contemplation. Elle tourna la tête et vit Léa, haletante, visiblement en train de courir. Elle s'arrêta devant elle, tentant de reprendre son souffle, et tendit une petite boîte en carton. Un café et un croissant, frais. Je ne savais pas si vous en auriez envie, mais je me suis dit... Claire prit la boîte avec un léger hochement de tête. Merci. Elle posa le carnet sur ses genoux et ouvrit la boîte lentement. L'odeur chaude et sucrée du croissant lui rappela des souvenirs anciens, des petits déjeuners partagés avec sa mère
dans la cuisine minuscule de leur ancien appartement. Elle en détacha un morceau, le porta à ses lèvres et savoura le goût avec une lenteur presque religieuse. Léa s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. Elle semblait chercher les mots justes. Finalement, elle parla. « 2 autres personnes sont sorties juste après moi. Elles n'ont pas compris tout de suite, mais quand vous êtes partis, elles ont commencé à poser des questions. À Julien surtout. Il a essayé de se défendre, mais je crois que plus personne n'était vraiment convaincu. » Claire écoutait sans répondre. Léa poursuivit, plus assurée. Paul, un des chargés de projet, a demandé à voir le dossier RH. Il a dit que ce que Julien avait fait n'était pas seulement immoral, mais probablement illégal. Utiliser quelqu'un sans son consentement, la piéger comme ça, il a parlé de harcèlement, de manipulation. Il n'a pas mâché ses mots. Elle tourna la tête vers Claire. « Et moi, je voulais juste vous dire que ce n'est pas fini, que ce que vous avez dit a touché beaucoup de monde. Je ne suis pas la seule à m'être sentie secouée. » Elle se tut un instant, puis ajouta, presque à voix basse, « Vous avez changé quelque chose, dans la pièce, dans nous. » Claire ferma les yeux un instant, laissant les mots résonner en elle. Ce n'était pas une promesse, pas une déclaration exagérée, juste un constat, un fragment de vérité. Léa se leva. « Je travaille pas très loin d'ici. Si jamais vous avez besoin, je suis là. Et je vais parler à d'autres. Je refuse de laisser ça s'effacer. » Claire la regarda partir, une mèche de cheveux dans les yeux, les épaules droites malgré la nervosité visible dans sa démarche. Puis elle reprit son carnet et cette fois elle écrivit. Pas un poème, pas une réflexion, juste une note. « Une jeune femme m'a offert un café aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle parlerait. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru qu'elle le ferait. » Ce même jour, dans les bureaux de l'agence, la tension montait. Julien, confronté à une série de remarques acerbes, tenta de minimiser. « Elle a accepté de venir, non? Personne ne l'a forcée. Et puis, elle a eu l'occasion de parler, tout le monde l'a écoutée. C'est presque une victoire pour elle. » Mais ses paroles sonnaient faux, trop faux. Même ses plus fidèles collaborateurs baissaient désormais les yeux. Paul, le chargé de projet, insista. « Tu savais ce que tu faisais. Tu l'as trouvé, tu l'as ciblé et tu l'as utilisé pour un spectacle. Il n'y a pas d'autre mot. C'est indéfendable. » D'autres voix s'élevèrent, moins tranchantes, mais tout aussi déterminées. Certains évoquèrent des précédents, des méthodes de gestion douteuses, une culture toxique installée lentement sous couvert d'innovation managériale. Julien sentit le sol se fissurer sous ses pieds. Le contrôle lui échappait. Pendant ce temps, Claire, assise sur un banc au bord du Rhône, regardait l'eau couler avec une expression indéchiffrable. Elle n'avait rien gagné. Aucun contrat. Aucune promesse. Mais quelque chose avait été brisé ce jour-là. Quelque chose qui protégeait l'indifférence sous une couche de bienséance. Et ce qui en ressortait n'était pas la pitié, ni la colère. C'était la conscience, pure et simple. Elle repensa à Léa, à ses mots, à ce regard franc. Et elle se dit que parfois la parole ne change pas tout. Mais elle suffit à faire bouger quelque chose. Elle suffit à faire exister, à faire entendre, à faire croire, ne serait-ce qu'un instant, que même les silences les plus épais peuvent être fendus. Par la voix, par la présence, par un simple geste de respect. Ce jour-là, Claire n'avait pas retrouvé un toit, mais elle avait retrouvé une chose encore plus rare, des témoins. Et dans ce monde où tant ferme les yeux, c'était déjà une forme de victoire. Le lendemain matin, Claire s'éveilla sous l'arche familière du vieux bâtiment près de la Part-Dieu, là où les passants passaient sans regarder. Elle n'avait pas dormi profondément, mais une étrange légèreté planait sur ses épaules. Elle s'était levée avant l'aube, comme d'habitude, mais cette fois avec une sensation nouvelle, celle d'avoir laissé une empreinte. Non pas un cri ou une plainte, mais une présence. Elle frotta ses mains contre son manteau, referma son sac avec soin et sortit son carnet. Quelques phrases griffonnées la veille y apparaissaient déjà, mais elle en ajouta une. Parfois, parler suffit. Parfois, être entendu change le paysage. Elle ne savait pas à quel point ces mots allaient se révéler prophétiques. À quelques kilomètres de là, dans l'intimité d'un petit studio aux murs clairs, Léa fixait son téléphone avec une inquiétude croissante. La nuit précédente, alors qu'elle peinait à trouver le sommeil, elle avait reçu un message d'un collègue avec un lien, une vidéo, pas une captation officielle, une prise discrète, enregistrée par l'un des participants à la prétendue session de recrutement.
Le fichier mal cadré, tremblant, commençait au moment où Claire prenait la parole. On l'entendait mal au début, puis très clairement, au fur et à mesure que le silence s'installait autour d'elle. Sa voix, sa posture, les mots puissants qui tombaient comme des lames tranquilles, et en arrière-plan les visages, ceux des spectateurs, d'abord moqueurs, puis troublés, puis muets, et celui de Julien, ricanant puis figé, presque effacé par la lumière de l'instant. La vidéo avait été publiée sans autorisation sur un petit compte de réseau social dédié à l'envers du décor professionnel. Un espace fréquenté par des jeunes, souvent stagiaires ou employés précaires, qui partageaient des expériences absurdes ou abusives du monde du travail. L'auteur du post avait simplement écrit « On nous avait promis une session de sensibilisation ». Voilà ce que c'était. Elle s'appelle Claire. Écoutez-la. En moins de 12 heures, la vidéo dépassa les 100 000 vues. Les partages s'enchaînaient, les commentaires se multipliaient. Ce n'était pas le buzz bruyant des scandales ordinaires. C'était un feu plus lent, plus profond, une colère tranquille portée par des mots sobres, des témoignages en chaîne, des réactions de plus en plus intimes. Certains disaient avoir pleuré, d'autres racontaient avoir vécu des humiliations similaires. Beaucoup exprimaient leur admiration pour la dignité de Claire. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, mais dans une direction inattendue. Pas de moquerie, pas de parodie. Juste un respect massif et une indignation contre ce qu'on appelait déjà la mise en scène Martel. Julien, de son côté, comprit l'ampleur de la situation trop tard. Lorsqu'il reçut un appel de la direction générale de l'agence, il n'avait pas encore vu la vidéo. Son visage se crispa en lisant les premières notifications. Il tenta de la faire supprimer, contacta la plateforme, invoqua des droits à l'image, mais rien n'y fit. La machine était en marche. Et la colère était trop vaste pour être contenue. Dans les couloirs de l'agence, les tensions s'intensifièrent. Paul, le chargé de projet, fit circuler une pétition interne demandant des explications officielles. Plusieurs salariés témoignèrent de méthodes similaires utilisées par Julien dans le passé. Convocations humiliantes, jeux de rôle douteux, manipulation psychologique présentées comme du management expérimental. L'ambiance était délétère. Les ressources humaines se mobilisèrent. La direction, sous pression médiatique, convoqua une réunion d'urgence. Mais Claire, elle, ne savait rien encore. Elle n'avait pas de téléphone, pas d'accès Internet. Ce tumulte numérique lui échappait totalement. Tandis que son nom s'élevait dans des milliers de conversations, elle marchait dans Lyon, carnet à la main comme chaque matin. Elle croisa un couple qui lui sourit timidement. Un jeune homme s'arrêta pour lui donner un ticket restaurant. Une femme l'interpella doucement. « Vous êtes Claire, non ?» Claire répondit simplement oui, sans comprendre la portée de cette reconnaissance. Léa, de son côté, prit sur elle de la retrouver. Elle fouilla les alentours de la gare, interrogea un employé du kiosque, où Claire allait parfois récupérer un café du soir. Après 2 heures, elle la retrouva près d'un square, assise à l'ombre d'un arbre, en train d'écrire. Elle s'approcha lentement, presque hésitante. « Claire, je dois vous parler, c'est important. » Claire releva les yeux, surprise mais pas hostile. Léa s'assit à ses côtés, sortit son téléphone et montra la vidéo. Claire regarda l'écran, d'abord sans comprendre. Puis elle entendit sa propre voix, vit les visages, reconnut les gestes. Elle resta figée. Léa lui expliqua ce qui s'était passé, les vues, les commentaires, la viralité. Claire écoutait, silencieuse, abasourdie. Ils vous ont entendu, Claire. Pas juste ceux dans la salle. Des milliers de gens. Des gens qui ne vous auraient jamais croisés. Claire resta longuement sans répondre, puis elle souffla doucement. Et que vont-ils faire de ça? Juste écouter ou oublier après? Léa la regarda. Je ne sais pas, mais moi je n'oublierai pas. Et d'autres non plus. Claire reprit son carnet. Elle nota une seule phrase. Je n'ai pas crié, mais le monde a entendu. Elle referma le carnet, le posa sur ses genoux et dit dans un murmure presque imperceptible, alors que cela serve, pas pour moi, pour ceux qui n'ont pas pu parler. Et dans cet après-midi de début d'automne, au milieu d'une ville qui reprenait son rythme comme si de rien n'était, 2 femmes, que rien ne destinait à se croiser, restèrent là, en silence. Un silence cette fois non plus de gêne, mais de respect. Le genre de silence que seule une parole authentique peut engendrer. Le genre de silence qui parfois précède les vrais changements. Alors que la vidéo poursuivait sa diffusion fulgurante, atteignant les centaines de milliers de vues et provoquant des discussions enflammées dans les espaces publics et privés, une personne,
loin de Lyon, assise derrière un bureau encombré de papiers et d'écrans, fit une pause en la découvrant. C'était un homme dans la trentaine, au visage marqué par des nuits sans sommeil et des journées pleines d'enquêtes. Il s'appelait Thomas Renaud. Journaliste indépendant, il travaillait désormais pour un média en ligne spécialisé dans les récits humains et les injustices sociales. Mais avant cela, il avait été un adolescent perdu, introverti, toujours au fond de la classe, évitant les regards et fuyant les discussions. Et parmi les rares figures adultes qui avaient laissé une empreinte indélébile dans son existence, il y avait eu Claire Moreau. Lorsqu'il vit son visage à l'écran, une onde de choc le traversa. Il la reconnut instantanément. La voix, l'élégance discrète, la précision du langage, tout en elle lui revint comme un écho. Il se revit, 16 ans plus tôt, assis au 3e rang d'une salle grise du lycée Jean Massé, écoutant cette même voix lire à haute voix des passages de Victor Hugo, lui demandant avec sérieux ce qu'il pensait d'un poème, même quand il répondait par un simple haussement d'épaule. Elle l'avait vu, elle l'avait compris, alors que personne d'autre ne s'en préoccupait. Il se redressa, saisit son téléphone, passa 2 appels, puis écrivit immédiatement un message à son rédacteur en chef. « Je la connais vraiment. Laisse-moi raconter cette histoire. » Moins d'1 heure plus tard, il avait obtenu feu vert pour publier une tribune personnelle, une chronique signée dans laquelle il mêlerait souvenirs, faits et émotions. Le texte fut mis en ligne en fin de journée sous le titre « Elle s'appelait déjà Claire, et elle m'a sauvé sans le savoir ». Il y racontait comment, adolescent renfermé et souvent harcelé, il avait trouvé un refuge dans les cours de Madame Moreau. Comment elle lui avait prêté des livres sans jamais faire de commentaires sur ses silences, lui avait confié un rôle dans une pièce scolaire malgré ses refus et avait glissé un mot manuscrit dans sa copie de fin d'année. « Tu portes en toi un monde qu'il faudra un jour ouvrir. Je te lirai, un jour, j'en suis sûr. » Cette phrase, il l'avait gardée. Il l'avait encadrée même au-dessus de son bureau, sans jamais imaginer que le monde le lui rappellerait ainsi. Son texte devint viral presque aussi rapidement que la vidéo. Les commentaires affluèrent, les partages se multiplièrent. Les internautes s'emparèrent de son récit pour donner un nouveau souffle à l'histoire de Claire. Elle n'était plus seulement la femme humiliée devenue symbole de dignité. Elle devenait l'enseignante, la guide, la voix oubliée qui avait changé des vies avant d'être réduite au silence. Des dizaines d'anciens élèves, certains toujours à Lyon, d'autres à Paris ou même à l'étranger, commencèrent à témoigner en commentaire ou à travers leur propre réseau. Madame Moreau m'a appris à aimer les livres. C'est elle qui m'a fait comprendre que je valais quelque chose. Je me souviens de son regard. Elle nous voyait. Pendant ce temps, Claire, toujours sans téléphone, sans adresse fixe, marchait dans les rues de Lyon, ignorante de cette onde d'émotion qui secouait Internet. Mais Léa, une fois de plus, décida de ne pas la laisser dans l'ombre. Le lendemain, elle la retrouva près du Rhône, au même banc où elle s'était assise quelques jours plus tôt. Cette fois, elle tenait une tablette entre les mains. « Je dois vous montrer quelque chose, Claire. » Claire fronça les sourcils, mais ne refusa pas. Elle regarda l'écran. Le visage de Thomas s'afficha d'abord, puis ses mots défilèrent, ligne après ligne. Elle lut lentement, en silence, les yeux plissés pour bien comprendre chaque mot. Quand elle arriva à la phrase finale, « Je te lirai un jour, j'en suis sûr, et maintenant c'est moi qui te raconte. » Elle resta immobile, figée, comme si le monde venait de lui tendre une main qu'elle croyait à jamais rétracter. Elle tourna la tête vers Léa. « C'est Thomas ? Le petit Thomas Renaud ?» Il écrivait des poèmes sur les nuages. Il ne voulait jamais les lire à voix haute. Léa acquiesça en souriant. « Il est journaliste maintenant. Il a raconté votre histoire à tout le monde. Il dit que vous l'avez sauvé. » Claire regarda à nouveau l'écran. Elle ne pleura pas. Mais quelque chose en elle sembla se détendre, comme un muscle resté contracté trop longtemps. Elle prit une inspiration lente et répondit, d'une voix presque inaudible, « Alors ça n'a pas été pour rien. » Le monde autour d'elle continuait de tourner. Les passants marchaient, les voitures passaient, les tramways glissaient sur les rails. Mais Claire, elle, venait de retrouver un fragment de son passé qu'elle croyait perdu à jamais. Elle ne savait pas ce que cela allait changer, ni ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois depuis des années, elle se sentit entière, pas réparée, mais reconnue, vue, retrouvée. Et dans ce simple sentiment de continuité entre celle qu'elle avait été et celle qu'elle était aujourd'hui,
Il y avait une vérité qu'aucune rue, aucun rejet, aucune chute ne pourrait jamais lui enlever. La journée commença comme tant d'autres. Claire, fidèle à ses habitudes, s'était réveillée tôt, avait plié avec soin sa couverture et rangé ses quelques affaires dans son sac. Le ciel était couvert, mais la lumière douce du matin laissait présager un calme inattendu. Depuis plusieurs jours, elle se sentait différente, comme si une tension ancienne s'était relâchée. Les rencontres avec Léa, les paroles échangées, la vidéo devenue virale, le texte de Thomas, tout cela formait une trame étrange, presque irréelle, tissée autour d'elle sans qu'elle ait cherché à la provoquer. Mais ce matin-là, Léa arriva avec une autre nouvelle, plus inattendue encore. Elle l'avait retrouvée, comme toujours, dans l'un de ses lieux habituels, non loin du jardin botanique. Elle tenait un dossier à la main, un sourire discret sur les lèvres. « Claire, une maison d'édition veut vous rencontrer. » Claire releva les yeux, mi-intriguée, mi-sceptique. Léa poursuivit, en lui tendant une feuille imprimée. « L'éditrice s'appelle Marion Delcourt. Elle a lu des extraits de votre carnet, ceux que vous m'aviez permis de photographier. Elle dit que vos mots ont quelque chose de rare. Elle veut vous proposer un projet. » Claire prit le papier, lut l'invitation à voix basse. La réunion était prévue pour le lendemain dans un petit bureau situé dans le quartier de la Guillotière. Elle resta silencieuse un long moment, absorbée dans ses pensées. Elle n'était pas certaine d'y croire. Elle avait vécu trop de fausses promesses, trop d'illusions brisées. Et pourtant, quelque chose en elle lui murmurait de ne pas fuir cette fois. Le lendemain, vêtue de sa chemise soigneusement lavée et de sa jupe noircie par les années, mais encore droite, Claire se rendit à l'adresse indiquée. Léa l'accompagna jusqu'à l'entrée, puis resta en bas, lui laissant l'intimité de ce moment. Le bâtiment était modeste, ancien mais propre, avec une plaque en laiton indiquant « Édition Auré ». Claire gravit les marches avec lenteur, s'efforçant de ne pas laisser le doute envahir son esprit. Lorsqu'elle entra, elle fut accueillie par une femme d'une cinquantaine d'années, à la chevelure argentée et au sourire franc. Marion Delcourt ne portait pas de tailleur, pas de bijoux ostentatoires. Elle avait l'allure simple et chaleureuse de celles qui lisent plus qu'elles ne parlent. Elle invita Claire à s'asseoir dans un petit salon orné de bibliothèques. Le lieu sentait le papier ancien, le café tiède et l'encre. « Merci d'être venue, Claire. Je peux vous appeler Claire ?» demanda-t-elle avec douceur. Claire acquiesça, un peu raide. « J'ai lu ce que vous avez écrit dans votre carnet. Les extraits partagés par Léa. Ce sont des pages très fortes, pas seulement par ce qu'elles racontent, mais par la manière dont vous les racontez. » Claire écoutait, méfiante mais attentive. Marion poursuivit. « Nous publions depuis longtemps des récits de vie, des textes intimes. Mais le vôtre, il y a une langue, une justesse, une retenue. Je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit. Ce serait à votre rythme dans vos mots. Mais je voulais vous proposer quelque chose, que vous écriviez un livre, un récit, le vôtre. » Le cœur de Claire se serra. Elle regarda autour d'elle, les étagères pleines de livres, les noms d'auteurs inconnus ou célèbres. Elle pensa à ses propres pages, à ses notes griffonnées entre deux nuits froides, à ses poèmes murmurés contre le vent. Elle n'avait jamais imaginé que ces mots, un jour, pourraient acquitter son carnet. Elle prit une longue respiration. « Je ne suis pas sûre de savoir comment faire. Je n'ai jamais écrit pour être lu. » Marion sourit. « Mais vous savez déjà écrire. Vous savez toucher. Ce que vous ne savez pas, nous pouvons vous l'apprendre. Et surtout, vous ne serez pas seul. » Un silence s'installa, dense mais apaisant. Claire sentit en elle une vague étrange de gratitude, mêlée de crainte. Elle ne savait pas si elle avait la force d'embrasser cette nouvelle trajectoire, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas tourner le dos à cette chance. Elle hocha la tête, lentement. « D'accord, je veux essayer. » La réunion se poursuivit, dans une ambiance de respect rare. On parla de contrat, de calendrier souple, de liberté de ton. Marion ne mit aucune pression, ne posa aucune condition qui ne soit motivée par le souci de préserver l'authenticité du récit. Claire sortit du bâtiment 1 heure plus tard, son carnet serré contre sa poitrine, comme un enfant qu'on aurait reconnu après l'avoir oublié. En bas des escaliers, Léa l'attendait toujours. Claire la rejoignit, silencieuse d'abord. Puis, sans un mot, elle lui tendit le document où figurèrent les premières lignes d'un engagement d'officiel. Léa le lut, releva les yeux et sourit. Claire, elle, ne souriait pas encore, mais elle sentait en elle quelque chose renaître. Pas l'euphorie, pas l'orgueil, mais cette énergie lente et solide
qui avait toujours été sa vraie force. Le soir venu, elle s'installa près d'un lampadaire, dans une petite allée tranquille, et ouvrit son carnet. Elle écrivit longtemps, non pas sur ce qu'elle avait vécu, mais sur ce qu'elle allait vivre. Elle nota des idées, des souvenirs oubliés, des réflexions sur la honte, la solitude, la dignité. Puis elle écrivit une phrase qu'elle encercla. « Je ne veux pas être un symbole, je veux être une voix. » Et qu'on la lise comme on lit une vérité, même simple, même nue. Ce soir-là, pour la première fois depuis 2 ans, Claire ne dormit pas dans l'angoisse. Elle dormit dans l'attente, dans la curiosité, dans l'idée que peut-être son histoire pouvait devenir un livre, et que ce livre, à son tour, pourrait ouvrir d'autres portes, pour d'autres voix, pour d'autres silences brisés. La vidéo n'avait pas cessé de se diffuser. Des articles s'étaient multipliés, des tribunes avaient été publiées, des émissions de radio en parlaient. Mais ce n'était plus seulement l'histoire d'une femme sans abri humiliée, devenue symbole d'humanité. C'était aussi, de plus en plus clairement, le récit d'une entreprise exposée, d'un homme dont le pouvoir s'effritait jour après jour, sous la pression d'une vérité qu'il ne contrôlait plus. Julien Martel, autrefois figure respectée dans son milieu, expérimentateur de tendances managériales et invité à de nombreuses conférences sur l'innovation en ressources humaines, voyait désormais son nom associé à des mots qu'il n'avait jamais su affronter. Abus, manipulation, mépris, cruauté. Tout avait commencé doucement. Quelques critiques sur les réseaux, une vague de commentaires indignés, des avis négatifs apparaissant sur les pages officielles de l'agence. Mais très vite, le ton s'était durci. Des clients avaient pris leur distance. Des marques avaient annulé des collaborations en cours. Des influenceurs, autrefois partenaires, refusaient désormais toute association avec le logo de l'agence. Le siège parisien, inquiet, envoya des représentants à Lyon pour évaluer la situation. Ce qu'ils découvrirent dépassa de loin l'épisode filmé. Des anciens employés commencèrent à témoigner, d'abord de manière anonyme, puis de façon de plus en plus directe. Plusieurs dénoncèrent des méthodes humiliantes imposées par Julien. Convocations collectives déguisées en jeu, obligation de performance émotionnelle absurde, montage de projets destinés à confronter les collaborateurs à leurs limites psychologiques, toujours sous le prétexte d'un management disruptif. Certains racontèrent des épisodes de harcèlement moral, d'autres évoquèrent la peur constante dans laquelle ils avaient évolué. L'agence tenta d'abord une stratégie classique, communiqué de presse lisse, promesse d'enquête interne, suspension temporaire de Julien Martel. Mais le public, cette fois, n'accepta pas le silence poli. Les réseaux exigeaient des réponses réelles, des excuses sincères, des actes. Les visages de jeunes salariés ayant fui l'agence avec des séquelles psychologiques prenaient le relais de celui de Claire. On ne pouvait plus balayer l'affaire sous le tapis. Elle était devenue une illustration parfaite de ce que le monde du travail pouvait produire de plus froid, de plus calculé, quand le pouvoir était confié à ceux qui confondaient performance et domination. Julien, lui, refusa longtemps de parler. Il se terra dans son appartement coupé de la presse, évitant même ses amis proches. Il se considérait victime d'un retournement de foule, d'un lynchage numérique. Il tenta à plusieurs reprises de formuler une défense, que l'intention était pédagogique, que Claire avait été informée, que tout avait été mal interprété. Mais aucune de ces lignes ne tenait face aux témoignages, aux preuves, aux images. Surtout, face au calme et à la force tranquille de Claire, qui, dans chacune de ses apparitions, refusait de se poser en victime, mais ne reculait devant aucune vérité. La direction finit par convoquer une conférence de presse. Marion Delcourt, désormais très impliquée dans la défense de Claire, y assista. Paul, le chargé de projet qui avait été parmi les premiers à dénoncer Julien, y prit la parole. On annonça officiellement la rupture du contrat liant Julien Martel à l'agence. L'entreprise s'engagea à réviser ses pratiques internes, à créer un comité d'éthique indépendant et à accompagner les anciens salariés ayant subi du tort. Ce n'était pas une révolution, mais c'était un acte, une reconnaissance. On proposa même à Claire une indemnisation, un dédommagement au nom du préjudice moral subi. Elle refusa. Elle refusa poliment, calmement, fermement. Je n'ai pas parlé pour de l'argent, je n'ai pas témoigné pour être réhabilité par ceux-là même qui m'ont piétiné. Si vous voulez vraiment réparer, écoutez les autres, ceux qui n'ont pas de vidéo, ceux qu'on n'invite pas à parler, faites-les exister. Là sera votre vrai prix. Cette déclaration, filmée et partagée à son tour,
devint un nouveau moment marquant. Elle acheva de faire de Claire une figure d'authenticité dans un monde saturé de faux repentirs. On l'invita sur des plateaux, dans des débats, on lui proposa des tribunes. Mais elle choisit avec soin. Elle acceptait les espaces où la parole avait encore un poids, pas ceux où elle deviendrait spectacle. Chaque fois qu'elle apparaissait, c'était avec la même rigueur, le même calme, la même vérité. Elle ne cherchait pas la rédemption du monde, seulement qu'il se regarde sans filtre. Julien, lui, disparut peu à peu des écrans. Son nom resta associé à l'affaire, à un modèle de ce qu'il ne fallait plus reproduire. Certains le défendirent encore, évoquant une chasse aux sorcières, mais leur voix se perdit dans la clarté des faits. Il redevint ce que beaucoup deviennent après avoir mal utilisé le pouvoir. Une leçon, une page à tourner, un exemple que l'on cite pour mieux reconstruire. Claire, de son côté, continua d'écrire. Le projet de livre avançait. Chaque page lui rappelait une chute, une attente, une rencontre. Elle n'écrivait pas pour régler des comptes, elle écrivait pour comprendre, pour relier les fragments de son existence, pour que d'autres puissent, en la lisant, retrouver leur propre voix, ou au moins le courage de ne plus la taire. Et à chaque mot qu'elle posait sur le papier, elle se souvenait de ce jour où, dans une salle pleine de sourires faux, elle avait simplement parlé, et où le monde enfin avait écouté. Les mois s'étaient écoulés sans bruit excessif, mais non sans répercussion. La tempête médiatique qui avait entouré le nom de Claire Moreau avait laissé derrière elle des sillons profonds. Dans la ville de Lyon, elle était désormais reconnue, parfois saluée, souvent regardée avec ce mélange d'admiration et de discrétion que l'on réserve à ceux qui ont traversé le feu et en sont ressortis debout. Mais pour Claire, cette reconnaissance n'était ni un trophée ni un fardeau. C'était un écho. Rien de plus. Ce qui comptait à présent, c'était ce qu'elle construisait, non ce que l'on projetait sur elle. Grâce à l'accompagnement patient de Marion Delcourt, Claire avait progressivement retrouvé un rythme de travail. Elle s'était vue proposer un logement modeste, un petit studio dans un quartier tranquille, payé pour les 6 premiers mois par une bourse d'écriture spécialement ouverte pour elle. Elle avait hésité, bien sûr, à accepter un tel geste. Elle ne voulait pas de charité. Mais Marion avait su trouver les mots. Ce n'est pas un don, c'est un contrat. Un échange entre votre parole et notre confiance. Alors Claire avait accepté, non sans émotion, mais avec dignité. Le studio était simple, un lit, un bureau, une étagère vide, une fenêtre donnant sur une cour silencieuse. Mais pour elle, c'était un palais. Les premières nuits furent étranges. Elle n'arrivait pas à dormir dans ce silence protégé. L'absence de bruit de rue, de pas, de vent froid contre les murs lui donnait l'impression d'être dans un rêve trop calme. Elle finit par s'habituer. Elle reprit son carnet, puis un autre, puis un cahier. Et les mots recommencèrent à couler. Non pas comme des souvenirs imposés, mais comme une rivière qu'on redirige avec soin. Le livre s'intitulait « Ce que vous ne voyez pas ». Un titre venu naturellement, presque comme une évidence. À travers ces pages, Claire ne racontait pas seulement son itinéraire personnel. Elle écrivait des fragments de pensées glanés dans la rue, des dialogues réels ou imaginés, des sensations, des moments de rupture et de répit. Elle parlait de la faim, mais aussi du regard des autres, de la peur du froid, mais aussi de l'amitié soudaine d'un inconnu, de l'humiliation d'être ignoré, mais aussi de la puissance silencieuse de continuer à lire, à penser, à écrire, malgré tout. Chaque chapitre était construit comme une promenade à travers des lieux, des souvenirs, des réflexions. Elle n'adoptait jamais le ton de la plainte. Elle refusait les récits misérabilistes. Ce qu'elle offrait, c'était un miroir, et dans ce miroir, les lecteurs étaient invités à se regarder sans phare. Elle décrivait la main tendue d'un enfant, le geste d'un boulanger qui lui laissait du pain sans mot dire, les nuits passées à réciter des poèmes sous les arcades, pour ne pas perdre l'usage de sa voix. Quand les premiers exemplaires sortirent de l'imprimerie, Marion l'invita à assister à la réception. Claire entra dans l'entrepôt avec la même appréhension que le jour de sa première rencontre avec l'éditrice. Mais cette fois, elle savait pourquoi elle était là. Lorsqu'on lui tendit un exemplaire encore tiède, elle resta un long moment à le regarder sans l'ouvrir. La couverture était sobre, un fond gris clair, son nom en lettres noires et le titre en italique. Aucun portrait, aucune illustration, juste l'essentiel. Elle effleura la tranche du doigt puis murmura « Alors voilà ». Elle ouvrit enfin le livre à la première page. L'avant-propos, écrit de sa main, disait « Ce livre ne cherche pas à convaincre.
Il ne veut pas émouvoir, il veut exister. Comme j'ai voulu moi aussi exister dans les plis de vos journées pressées. Lisez-le ou oubliez-le. Mais ne dites plus que vous ne saviez pas. De retour chez elle ce soir-là, elle posa un exemplaire sur l'étagère vide. Il trônait seul au milieu du bois clair, mais suffisait à remplir toute la pièce. Elle s'assit au bureau, regarda la couverture, puis reprit son stylo. Elle commença un nouveau carnet. Elle y nota une phrase simple. « Je croyais que la vie m'avait volé mes mots, mais ce sont eux, finalement, qui m'ont ramené. » La parution du livre fut discrète, mais touchante. Les premiers lecteurs envoyèrent des lettres. Certains venaient la rencontrer lors des petits événements organisés par la maison d'édition, dans des bibliothèques ou des librairies indépendantes. D'autres envoyaient des messages par l'intermédiaire de Marion, des mots d'écho, des remerciements, parfois de longues confessions. Claire lisait tout, répondait souvent, toujours avec une retenue pudique. Elle ne cherchait pas la célébrité. Elle voulait que son livre vive, pas qu'on parle d'elle. Elle se tenait à distance des grandes chaînes, des projecteurs, des invitations spectaculaires. Elle préférait les groupes de parole, les ateliers d'écriture, les échanges lents et vrais. Et dans chaque rencontre, elle retrouvait un fragment de sens. Elle ne comblait pas un vide, elle cultivait une trace. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Elle ne prétendait pas avoir trouvé la paix. Mais elle avait reconstruit un sol. Elle avait retrouvé l'usage de sa voix. Et cette voix, désormais, ne lui appartenait plus entièrement. Elle appartenait à tous ceux qui, comme elle, avaient été rendus invisibles, et qui, en la lisant, pouvaient à leur tour commencer à écrire, même en silence, même avec des mots hésitants. Parce qu'à partir d'un seul livre, un monde entier peut commencer à se redire. Le jour se leva sur Lyon avec une lumière pâle, presque laiteuse, comme si le ciel lui-même voulait accompagner en douceur ce qui allait se dérouler. Claire, debout devant son miroir rectangulaire accroché maladroitement au mur de son petit studio, ajustait les plis de sa robe sombre. Une robe simple mais sobre, que Marion lui avait offerte quelques semaines plus tôt. Aujourd'hui, Claire allait parler à nouveau, non pas dans la rue, ni dans une salle de réunion malveillante, ni à travers les pages d'un carnet ou les marges d'un livre, mais sur une scène, devant un public, un vrai. Et pas un seul murmure autour d'elle n'avait été soufflé par la moquerie. Elle n'avait pas accepté tout de suite. L'invitation avait été formulée par l'Université de Lyon, lors de l'organisation d'un colloque intitulé « Voix perdue, voix retrouvée ». L'un des professeurs responsables de l'événement avait été un collègue de Thomas Renaud, le journaliste et ancien élève. En lisant son article, il avait voulu rencontrer Claire, puis avait insisté pour lui donner un espace, une tribune. Elle avait mis du temps à répondre. Elle voulait éviter les regards qui enferment, les attentes trop lourdes. Mais l'idée que les étudiants puissent entendre autre chose qu'une success story ou un énième discours inspirant l'avait convaincue. Ce qu'elle avait à offrir n'était pas un modèle, c'était un témoignage, une respiration dans le tumulte. La salle était pleine, une centaine de personnes au moins, des jeunes pour la plupart, mais aussi des enseignants, des lecteurs, des curieux. Aucun projecteur aveuglant, aucun décor grandiose. Juste une scène nue, un pupitre en bois et une chaise. Claire attendait derrière les rideaux, accompagnée par Marion et Léa, qui avaient tenu à l'accompagner. Léa lui avait serré la main avant qu'elle ne monte. « Tu n'as rien à prouver, juste à être, et ça suffit. » Lorsque son nom fut annoncé, une salve d'applaudissements éclata. Claire sortit lentement, un dossier sous le bras, et s'approcha du pupitre. Elle ne portait pas de micro. Elle avait insisté. Sa voix, elle voulait l'offrir nue, sans amplification, sans artifice. Elle regarda la salle. Des visages attentifs, des yeux bienveillants. Elle posa le dossier sur le bois, mais ne l'ouvrit pas tout de suite. « Je n'ai pas écrit de discours. Je pensais que je devais au début. Et puis j'ai compris que ce n'était pas nécessaire. Parce que les mots que j'ai à vous offrir, je les ai déjà dits 1000 fois. À moi-même, dans la rue, dans le silence. Dans mes carnets. » Elle fit une pause. Pas de bruit. Pas un seul raclement de gorge. Même les téléphones avaient été oubliés. Elle poursuivit. « Ce que j'ai appris ces dernières années, c'est qu'on peut tout perdre. Absolument tout. Même ce qu'on ne pensait jamais voir disparaître. La confiance, la parole, la mémoire de ce qu'on est. Mais j'ai aussi appris qu'une seule écoute vraie peut tout ramener. Que parfois, il suffit qu'une personne s'arrête, qu'un regard ne se détourne pas. Qu'un geste, même minime, soit posé sans calcul.
Elle raconta sans emphase les jours passés dans le froid, les nuits partagées avec les ombres, les repas improvisés, les pages griffonnées. Elle ne parlait pas de douleur, elle parlait de persistance, de cette force étrange qui vous pousse à continuer même quand tout semble figé. Puis elle évoqua la salle où elle avait été convoquée, les regards, la moquerie, et le moment où elle avait choisi de ne pas se taire. Ce jour-là, je n'ai pas défendu ma dignité. Je l'ai rappelé, ce n'est pas la même chose. Des murmures d'accord s'élevèrent, mais toujours dans le respect du silence global. Elle enchaîna avec ce que la parole avait changé, ce que l'écoute des autres lui avait permis de reconquérir. Elle ne se posait pas en héroïne, elle refusait ce mot. Elle parlait en tant que témoin, une femme parmi tant d'autres, trop souvent rendues invisibles. Et à la fin, elle conclut ainsi: « Je vous remercie d'avoir tendu l'oreille aujourd'hui. Je ne vous demande pas de changer le monde, juste de ne plus fermer les yeux quand il vous parle. » Elle se tut, un long instant. Puis, elle recula d'un pas. Et là, comme dans un souffle collectif, la salle entière se leva. Pas d'applaudissements frénétiques, pas de cris, juste des corps debout, immobiles, regardant cette femme qui, un jour, avait été humiliée sous les regards, et qui aujourd'hui était honorée dans un silence chargé d'une immense reconnaissance. Claire ne pleura pas. Elle inclina simplement la tête, une main sur le dossier fermé. Elle avait dit ce qu'elle devait dire, et désormais, le silence pouvait régner à nouveau. Non plus comme une absence ou un rejet, mais comme un hommage, un espace vide laissé pour que d'autres voix s'y engouffrent, pour que d'autres clairs soient entendus. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle retrouva son studio. Elle retira ses chaussures, s'assit sur le bord du lit, ouvrit un nouveau carnet. Et elle écrivit, comme toujours, pas pour raconter ce qu'elle venait de vivre, mais pour continuer. Pour rappeler que les histoires n'ont pas besoin d'une fin heureuse, juste d'un espace pour exister, dans les pages, dans les cœurs, et parfois dans le silence d'une salle debout.